Épisode spécial d'Étincelle Radio. Épisode 2. La suite. L'historique victoire soviétique à Stalingrad le 2 février 1943 marque le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Le 22 juin 1941, les Allemands avaient envahi traîtreusement l'Union soviétique. L'Union soviétique affrontait 257 divisions ennemies de 10 000 à 15 000 soldats chacune, dont 207 allemandes, la plus grande armée jamais massée sur un seul front. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les victoires du passé, nous rendons hommage à l'héroïsme des défenseurs de Stalingrad et de leurs dirigeants à l'occasion de la victoire glorieuse de Stalingrad. Il est nécessaire de discuter de la signification de la victoire de la bataille de Stalingrad pour que les peuples puissent renverser la vague de la contre-révolution qui frappe les peuples du monde en ce moment. Les peuples doivent saisir l'initiative et renverser la situation en leur faveur. Il faut renverser l'opposition à la contre-révolution néolibérale et aux guerres, aux agressions et aux crimes contre l'humanité qui l'accompagnent. Des actes de résistance, une puissante force doit voir le jour, capable de mettre fin à ce règne barbare des dirigeants actuels. Gloire à ceux dont l'héroïsme a défendu Stalingrad et changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Chaque année, à l'anniversaire de la victoire de la bataille de Stalingrad le 2 février 1943, nous nous devons d'adresser nos félicitations les plus chaleureuses à tous les descendants de ceux qui ont combattu et vaincu les envahisseurs nazis qui ont attaqué Stalingrad le 23 août 1942. La bataille s'est terminée par l'encerclement et la capitulation d'une armée allemande de 300 000 soldats. Cela a porté un coup mortel à la Wehrmacht nazie. La victoire de la bataille de Stalingrad, suivie d'une victoire décisive à Koursk, a été le début d'une puissante contre-offensive qui a repoussé les Hitlériens progressivement jusqu'à leur point de départ, jusqu'à l'effondrement final du Troisième Reich. La bataille a changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale en faveur des peuples soviétiques et des peuples d'Europe et du monde. Dans son discours du 6 novembre 1943, à la célébration du 26e anniversaire de la Grande Révolution d'octobre, Joseph Staline a évalué la bataille de Stalingrad comme suit. La bataille de Stalingrad a abouti à l'encerclement d'une armée allemande de 300 000 hommes, à sa débâcle et à la capture d'un tiers environ des troupes enveloppées. Pour se faire une idée de l'étendue de la bataille, sans précédent dans l'histoire, qui s'est déroulée sur les champs de Stalingrad, il faut savoir qu'à l'issue de cette mêlée, on a recueilli et enterré 147 200 soldats et officiers allemands tués, et 46 700 soldats et officiers soviétiques tués. Stalingrad a marqué le déclin de l'armée fasciste allemande. On sait qu'après la bataille de Stalingrad, les Allemands n'ont pu se relever. Tous les peuples de l'Union soviétique se sont unanimement levés pour défendre leur patrie. Ils regardent à juste titre la guerre pour le salut de la patrie comme la cause commune de tous les travailleurs, sans distinction de nationalité ni de confession. Les politiciens hitlériens eux-mêmes voient maintenant qu'ils se sont montrés désespérément absurdes à vouloir spéculer sur la division et les conflits entre les peuples de l'Union soviétique. L'amitié des peuples de notre patrie a résisté à toutes les difficultés et à toutes les épreuves de la guerre. Elle s'est retrempée encore plus dans la lutte commune de tous les citoyens soviétiques contre les envahisseurs fascistes. Là est l'origine de la force de l'Union soviétique. Aussi bien dans le cours de la guerre qu'aux années de construction pacifique, le parti de Lénine, le parti bolchevique, est apparu comme une force qui guide et dirige le peuple soviétique. Aucun parti n'a bénéficié ni ne bénéficie, auprès des masses populaires, d'un aussi grand prestige que notre parti bolchevique. Et cela se conçoit. Sous la direction du parti bolchevique, les ouvriers, les paysans et les intellectuels de notre pays ont conquis la liberté et édifié la société socialiste. Au jour de la guerre pour le salut de la patrie, le parti nous est apparu comme l'inspirateur et l'organisateur de la lutte du peuple contre les envahisseurs fascistes. Le travail organisateur du parti a réuni en un tout et dirigé vers un but commun tous les efforts des citoyens soviétiques, en subordonnant toutes nos forces et tous nos moyens à la mise en déroute de l'ennemi. Au cours de la guerre, le parti a resserré encore davantage ses liens avec le peuple. Il s'est associé encore plus étroitement aux grandes masses de travailleurs. Là est l'origine de la force de notre État. Cette victoire révèle plusieurs contrastes, des profondeurs de la brutalité, de la barbarie des nazis, de leur arrogance et vanité au sommet de la bravoure, de l'héroïsme et de l'innovation des Soviétiques. Mais elle a sans doute par-dessus tout montré que l'affirmation du droit d'être de Stalingrad face à l'agression nazie exigeait l'organisation d'un type nouveau,
qui avait été créé en Union soviétique sous la forme du Parti communiste de type nouveau et du pouvoir soviétique. La bataille a révélé que la qualité nouvelle de l'organisation et de la résistance produite par les pouvoirs des soviets, dans lequel le peuple et sa direction ne font qu'un pour faire triompher la justesse de leur cause. Leur but, leur détermination et l'expression de leur volonté se sont exprimés dans leurs actions, lorsqu'ils se sont dressés pour défendre leur ville, leur patrie soviétique et leur État ouvrier soviétique. Aujourd'hui aussi, l'établissement d'un but et de l'organisation capable de réaliser ce but est crucial pour qu'on puisse renverser la situation en faveur des peuples. Pour écarter les dangers auxquels elle fait face, l'humanité exige aujourd'hui de nouvelles formes d'organisation, des gouvernements anti-guerre dans lesquels c'est le peuple qui prend les décisions en son propre nom. Plus jamais les peuples ne vont-ils remettre leur pouvoir décisionnel à d'autres, qui sont alors autorisés à agir en leur nom, mais ne le font pas. Au contraire, les soi-disant représentants souverains des peuples représentent la personne fictive de l'État qui gouverne le peuple au profit d'intérêts privés et non des intérêts que les peuples établissent eux-mêmes. La forme du pouvoir et la forme de la direction doivent correspondre à ce que requièrent les conditions historiques qui sont apparues ces 30 dernières années, depuis la chute de l'Union soviétique. Les formes du passé, celles de la période d'essor de la Révolution, convenaient aux conditions qui appelait à l'endiguement du fascisme nazi coûte que coûte pour l'humanité. Il s'agissait d'une période dans laquelle les peuples avaient de leur côté la grande Union soviétique, comme le fer de lance de la lutte pour la victoire et pour inspirer les peuples du monde à agir de même. Aujourd'hui, cependant, la Révolution connaît une période de repli. Ce sont les forces impérialistes et réactionnaires qui ont l'initiative et non les peuples du monde. Ces forces contre-révolutionnaires ont formé des cartels et des coalitions internationales qui regroupent de puissants intérêts privés, lesquels collaborent et rivalisent pour le contrôle des ressources et des sphères d'influence du monde
et pour le pouvoir d'être les seuls décideurs sur une base supranationale. Ce qu'elles ne peuvent contrôler, elles cherchent à le détruire, comme on le voit dans les invasions de pays souverains et dans les crimes innommables qui sont commis contre l'humanité et qui surpassent en étendue et en brutalité les crimes hitlériens. Elles font tout cela en prétendant agir pour la cause de la liberté, de la démocratie et de la paix. Cette cause pour laquelle les peuples du monde ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale et consenti le sacrifice suprême. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les victoires du passé, il est nécessaire de discuter de la signification de la victoire de la bataille de Stalingrad afin de rendre les peuples capables de renverser la vague de la contre-révolution qui frappe les peuples du monde en ce moment. Les peuples doivent saisir l'initiative et renverser la situation en leur faveur. Il faut renforcer l'opposition des peuples du monde à la contre-révolution néolibérale et aux guerres, aux agressions et aux crimes qui l'accompagnent afin qu'une force puissante émerge des actes de résistance qui est capable de mettre fin au pouvoir barbare des dirigeants d'aujourd'hui. La victoire à Stalingrad a été remportée grâce à la direction du Parti communiste et de Staline et a changé le cours de l'histoire en Europe et dans le reste du monde. Pour éviter toute discussion à ce sujet parmi la classe ouvrière et les peuples, les impérialistes et réactionnaires occidentaux disent que le communisme et le fascisme sont la même chose. L'objectif du monument anticommuniste proposé à Ottawa et du démantèlement des monuments qui ont été construits dans les pays d'Europe de l'Est pour honorer l'héroïsme et les sacrifices de l'Armée rouge et de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale et de priver les peuples d'une conception du monde qui leur permette de s'unir contre ceux qui font courir le danger de guerre impérialiste. Pour réaliser cet objectif, ceux qui sont au pouvoir prétendent que la démocratie libérale est l'apogée des formes démocratiques de gouvernement que les peuples peuvent atteindre. Le fait qu'une telle conception soit promue illustre l'importance de discuter de la signification de la victoire de la bataille de Stalingrad et du rôle qu'ont joué l'Armée rouge, les peuples de l'Union soviétique et leur parti communiste. Comment, par exemple, les peuples devraient-ils répondre à la promotion qui est faite des mesures agressives prises sous la direction des États-Unis pour encercler la Russie et à l'installation de forces extrémistes en Ukraine et dans d'autres pays est-européens sur la base de la mentalité de la guerre froide qui dit que la Russie est l'ennemi principal des peuples du monde. Les slogans voulant que les États-Unis soient la nation indispensable ou qui appellent à redonner sa grandeur à l'Amérique ou encore à la Grande-Bretagne et la Russie, ou bien de faire du Canada un grand pays, mettent tous un signe d'égalité entre ce qui est appelé l'intérêt national et l'intérêt égoïste des gens au pouvoir qui luttent pour le contrôle afin d'écarter les menaces à leur propre survie.
La conclusion la plus importante que Staline a tirée sur ce qui a été crucial pour la victoire à Stalingrad est que celle-ci n'aurait pas été possible sans la mobilisation du peuple dans la résistance contre les agresseurs. Dans son discours du 3 novembre 1943, Staline a dit « De toutes les armées du monde, l'armée rouge est celle qui possède l'arrière le plus solide et le plus sûr. Là est l'origine de la force de l'Union soviétique. » Et cela a été rendu possible par la direction du Parti communiste qui a mobilisé le peuple pour qu'il prenne en main son propre objectif et organise pour remporter la victoire sur cette base. C'est cette force qui a produit la victoire de la bataille de Stalingrad, qui a été reconnue universellement comme le tournant décisif de la Deuxième Guerre mondiale. Les forces nazies y ont subi une défaite dont elles ne se sont jamais remises. Bien que plusieurs autres grandes batailles devaient encore être menées, comme celle de Koursk, la bataille de Stalingrad a été un grand et historique tournant décisif pour l'Europe et pour le monde dans son ensemble. Au prix de millions de vies et de la destruction de tout ce qui avait été construit, dont les usines, les fermes industrielles capables de nourrir la population sur une vaste échelle et l'infrastructure la plus variée, on pouvait maintenant entrevoir la fin de la guerre. Des millions de vies allaient encore être sauvées par l'armée rouge, par la libération de pays et de peuples entiers occupés par les nazis. À cet égard, les camps de travail esclavagistes et les camps de concentration ont été libérés par l'armée rouge de concert avec les Alliés et l'armée rouge a défait systématiquement les forces nazies dans sa route vers Berlin. Les peuples doivent tirer les conclusions qui s'imposent de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et du rôle historique joué par l'armée rouge et l'Union soviétique sous la direction du Parti communiste et de Staline. Les conclusions qui s'imposent sont celles qui contribuent à la lutte pour écarter les dangers auxquels les peuples font face aujourd'hui. Мы скажем нашей Родине не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Для защиты свободы и мира есть гранаты, готова шрапнель. Наши пушки и наши мортиры бьют без промаха цель. Артиллеристы, точней прицел, разведчик зорок, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей Родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Врагу мы скажем нашей Родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Если враг к нам захочет ворваться, боевая настанет пора. По-геройски за Родину драться будут все номера. Артиллеристы, точней прицел,
Разведчик взором наводчик стрел, врагу мы скажем нашей Родине не тронь, потом откроем сокрушительный огонь. Врагу мы скажем нашей Родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Быстрой, хваткой и четкой работой артиллерия наша горда, нашей коннице, нашей пехоте мы поможем всегда. Артиллеристы, ночной прицел, разведчик 40, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей Родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Врагу мы скажем нашей Родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Нашим танкам дорогу проложит, наших пушек огонь боевой. Вражью силу дотла уничтожит грозный вал огневой. Артиллеристы, точнее прицел, разведчик взором, наводчик стрел. Врагу мы скажем нашей Родине не тронь, а то откроет сокрушительный огонь. Артиллеристы, точней прицел, разведчик 40, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей Родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Врагу мы скажем нашей Родине не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. La bataille de Stalingrad en bref. Chronologie de Stalingrad. La ville qui allait devenir Stalingrad a été fondée en 1589 et s'appelait Tsaritsyne, en l'honneur des tsars de Russie. Pendant la guerre civile russe de 1918 à 1920, cette ville et ce port important ont été âprement disputés entre les forces bolcheviques et l'armée blanche. Pour rendre hommage au rôle joué par Joseph Staline, qui a dirigé les bolcheviks à la victoire à cet endroit, la ville fut renommée Stalingrad en 1925. Après la guerre civile, la ville s'est développée en un centre important de l'industrie lourde et est devenue un centre de transport ferroviaire, tout en gardant sa vocation portuaire. C'était là l'objectif du programme soviétique d'industrialisation de l'URSS, afin de non seulement améliorer l'économie, mais de faire en sorte que le pays ait tous les moyens à sa disposition pour se défendre contre les agressions militaires étrangères. En ce sens, Stalingrad avait une grande importance militaire et stratégique. Le 22 juin 1941, les forces de l'Axe déclenchent l'opération Barbarossa. Les nazis et leurs alliés européens ont déclenché l'opération Barbarossa pour envahir l'Union soviétique le 22 juin 1941, avec près de 4 millions de soldats divisés en groupes d'armées nord, centre et sud. Le groupe d'armées nord avait reçu comme mot d'ordre de prendre Leningrad et le groupe d'armées centre de prendre Moscou. Le groupe d'armées sud devait occuper l'Ukraine et le Caucase afin de priver les peuples soviétiques d'importantes terres agricoles et de la production pétrolière pour ensuite se diriger vers Stalingrad à l'est. Barbarossa comprenait aussi l'opération Typhon, lancée le 2 octobre 1941, durant laquelle le groupe d'armées du centre donnait l'assaut à Moscou. Il ne s'est pas rendu jusqu'à la ville en raison des conditions hivernales et du manque d'approvisionnement. L'Armée rouge a mené sa contre-attaque le 5 décembre 1941 et l'Allemagne a subi sa première retraite majeure de la Deuxième Guerre mondiale.
Le fait que Barbarossa n'ait pas été capable d'obtenir une victoire rapide sur les Soviétiques à l'aide de la guerre éclair, Blitzkrieg, a limité l'étendue des opérations allemandes à venir. Le cas bleu, Opération Brunswick. Il s'agit d'une opération estivale, lancée le 28 juin 1942, dans l'intention de prendre le contrôle des champs de pétrole et des terres agricoles du Caucase afin d'approvisionner l'armée allemande après que l'armée britannique eut imposé un blocus maritime qui interceptait les approvisionnements provenant des Amériques. Les Allemands ont ciblé les champs pétroliers de Bakou, Maïkop et Grozny, lesquels produisaient plus de 80% du pétrole soviétique, tandis que les attaques contre Voronezh et Stalingrad visaient à protéger leurs flancs au nord. Du 20 juillet au 8 août 1942. Le 20 juillet 1942, la 6e armée allemande a attaqué les 62e et 64e armées soviétiques et les avait presque encerclées au 8 août 1942. Les forces soviétiques ont réussi à empêcher l'encerclement et se replient sur des positions défensives autour de Stalingrad. Début de la bataille de Stalingrad le 23 août 1942. Les Allemands commencent leur assaut contre Stalingrad le 23 août 1942 avec un raid aérien massif à 16 heures de plus de 1000 avions, au cours duquel 40 000 civils sont tués en un seul raid. Les pertes soviétiques ont été très lourdes, mais la direction militaire et politique soviétique a donné l'ordre « pas un pas en arrière », qui a empêché l'effondrement complet. La guerre des rats, du 12 septembre au 9 novembre 1942. Cette période, la plus intense de la bataille de Stalingrad, a commencé à la mi-septembre 1942. Les Allemands ont appelé ces combats féroces Rattenkrieg, la guerre des rats. Le général Vassili Tchoukov a été nommé à la tête de la 62e armée, avec moins de 100 chars d'assaut et 20 000 troupes mal entraînées contre une force de l'Axe de plus de 100 000 hommes bien entraînés. Mais il a maintenu la première ligne à l'intérieur de 50 mètres des Allemands pour pallier leur supériorité aérienne et a placé des tireurs d'élite à toutes les positions stratégiques. Il a commandé des combats de rue corps à corps pour affaiblir les attaquants, ce qui limitait aussi le recours aux véhicules blindés et aux frappes d'artillerie par les Allemands. La tactique allemande célèbre du Blitzkrieg a été ainsi rendue inopérante. Bien que les Allemands aient capturé près de 90% de la ville et que la première ligne était à 180 mètres de la rivière Volga, la défense soviétique a été soutenue par le transport constant de renforts par la rivière, ainsi que par la grande ténacité et l'héroïsme de l'armée rouge et de la population de Stalingrad. De tous les actes de résistance, l'un des plus légendaires fut celui du 42e peloton dirigé par le sergent Yakov Pavlov, qui s'est barricadé dans un édifice de 4 étages et a repoussé de nombreux assauts quotidiens de l'armée allemande pendant 60 jours, entre le 27 septembre et le 25 novembre 1942, avant de recevoir des renforts et que les Allemands soient repoussés. L'édifice qu'on a nommé plus tard la maison de Pavlov a permis à l'armée rouge de défendre une section clé de la rivière Volga. Воспалили. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Нас любезная эта власть, она надоела людям сласть. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Барыня, барыня, сударыня, барыня.
La contre-offensive soviétique, opération Uranus, du 19 au 22 novembre 1942. Dès le 12 septembre 1942, les maréchaux Yukov et Vassilievski avaient planifié dans le plus grand secret l'opération Uranus. Leur but était de pousser les Allemands à envoyer toujours plus de troupes pour prendre Stalingrad en maintenant les défenses de la 62e armée à un niveau minimal pour ensuite attaquer les flancs allemands. L'opération Uranus a mobilisé plus de 1,5 million de troupes. Elle a tiré parti des troupes roumaines mal équipées qui défendaient les flancs allemands, ainsi que des forces de l'Axe mal équipées pour les conditions hivernales. Ainsi, 22 divisions ont été éventuellement encerclées. Plus d'un quart de million de soldats allemands ont été piégés dans l'enclave de Stalingrad, que les Allemands appelaient le Kessel, le chaudron, du 23 novembre au 12 décembre 1942. Hitler a ordonné à ses généraux de ne pas tenter de s'extirper et a promis des approvisionnements par un pont aérien après que le chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, ait confirmé que c'était possible. Malgré le pont aérien, les troupes cernées avaient toujours un manque d'approvisionnement quotidien de 150 tonnes. Malgré les protestations de généraux comme Walter von Seydlitz, le commandant de la 6e armée allemande Friedrich Paulus n'a pas eu la fortitude de tenir tête à Hitler et de tenter de briser l'encerclement. Les tentatives de renfort allemand, opération Tempête d'hiver du 12 au 22 décembre 1942. L'opération Tempête d'hiver a été lancée par le Feldmaréchal Erich von Manstein du groupe d'armée Don pour venir en aide aux forces allemandes à Stalingrad. L'attaque a eu lieu à moins de 100 km de Stalingrad, mais a été interrompue suite aux piètres conditions météorologiques et à l'impossibilité pour la 6e armée de les rejoindre. Les Soviétiques avaient aussi lancé, le 16 décembre 1942, l'opération Petit Saturne, et celle-ci menaçait d'encercler les forces de von Manstein. La contre-offensive soviétique, opération Petit Saturne, du 15 décembre 1942 au 8 janvier 1943. Les troupes soviétiques prennent part à l'opération Petit Saturne. Les Soviétiques ont lancé l'opération Petit Saturne, une version modifiée d'opération Saturne. Le plan initial d'opération Saturne était d'accroître la région contrôlée par l'armée soviétique pour inclure Rostov et Kharkov, mais elle a dû être revue à la baisse en raison de l'opération Tempête d'hiver des Allemands du 12 décembre 1942. Opération Petit Saturne a réussi à forcer les troupes de von Manstein à battre en retraite, laissant la 6e armée allemande à elle-même à Stalingrad. Les Soviétiques proposent une trêve le 9 janvier 1943. Le général soviétique Rokossovski a dépêché vers les lignes allemandes 3 envoyés en vue d'une trêve pour convaincre Paulus de déclarer la capitulation de la 6e armée. Avec la garantie d'un traitement équitable des prisonniers, l'offre a été refusée conformément aux ordres d'Hitler. Du 10 janvier au 2 février 1943, l'opération Anneau a été la dernière phase de la bataille de Stalingrad. Elle a été lancée par le général Rokossovski à la tête des 21e et 5e armées de chars d'assaut et a écrasé le chaudron. Le 26 janvier 1943, les troupes de la 21e armée ont fait leur jonction avec les troupes de la 62e armée au Kourgan Mamayev, ce qui a divisé le chaudron en deux. Les troupes dans la partie sud étaient dirigées par le général Paulus, tandis qu'au nord, la section allemande plus grande était dirigée par le commandant du 11e corps, le général Strecker. Le 31 janvier, Paulus a été promu au rang de Feldmarschall par Hitler. Il a interprété la promotion comme une offre de se suicider, puisqu'aucun Feldmarschall n'avait jamais été fait prisonnier. Il a refusé de se suicider pour le caporal bohémien. Il a été capturé par les Russes dans son quartier général et fait prisonnier. Il a refusé de donner l'ordre aux soldats de la section sud de se rendre, disant qu'il n'était plus commandant.
la résistance de la section sud, a cependant cessé en grande partie le 31 janvier. Le 2 février, dans la section nord, le général Strecker a dit à ses officiers de négocier les termes de la capitulation, après quoi les combats allemands organisés à Stalingrad ont pris fin. C'est ainsi que prit fin la bataille de Stalingrad, avec cette victoire décisive de l'armée rouge soviétique qui a de façon déterminante changé le cours de la guerre en faveur des Alliés au prix de 1,1 million de soldats de l'armée rouge, 40 000 civils russes et près de 800 000 troupes de l'Axe morts, blessés ou disparus. Près de 3 millions de personnes ont été tuées ou blessées durant la bataille de Stalingrad, ce qui en fait la bataille la plus meurtrière de l'histoire. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там и каждый думал о своей любимой Валероне, там и каждый думал о своей любимой Валероне. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Но я не думала ни о чем, но я не думала ни о чем, я только трубочку курил с турецким горьким табачком, я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только верное пули жду, я только верное пули жду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой Валероне, там каждый думал о своей любимой Валероне. Interprétation anticommuniste. Plusieurs intellectuels et experts médiatiques utilisent le 75e anniversaire de la bataille de Stalingrad pour dénigrer le communisme, laisser libre cours à leurs préjugés et à leurs craintes, ou pour présenter des stéréotypes dogmatiques. Ce genre de propos, en plus d'exposer l'ignorance de ceux qui les tiennent, crée un cadre de référence anticommuniste qui empêche les jeunes Canadiens de chercher la vérité dans les faits et de penser par eux-mêmes. Une visite récente au Musée canadien de la guerre à Ottawa pour y voir le char d'assaut T-34, produit pour la première fois en 1940, qui fait partie de la collection, en a donné un bon exemple. Un guide était en train d'expliquer le rôle qu'a joué le T-34, également appelé le char d'assaut de Staline, en décrivant plusieurs de ses caractéristiques qui étaient remarquables pour l'époque et le rendaient très supérieur au char d'assaut produit par les Allemands, Américains, Britanniques ou par n'importe qui d'autre.
En plus, grâce à leurs innovations, les Soviétiques ont été capables de produire plusieurs autres types de chars d'assaut. Évidemment, a ajouté le guide, tout cela a été fait par une main-d'œuvre esclave. Le célèbre char d'assaut soviétique T-34-85 était un des véhicules blindés produits par l'usine de tracteurs de Stalingrad. On peut voir ici une unité encore fonctionnelle au Musée canadien de la guerre à Ottawa, où on peut lire à son sujet. L'un des meilleurs chars d'assaut jamais construits, le T-34-85 était peu coûteux, mécaniquement fiable et doté d'une armure lourde et d'un puissant canon. Les premiers modèles du T-34 ont généralement déclassé les chars d'assaut allemands. Toute la Russie et toute l'Union soviétique se sont levés pour contribuer à la victoire contre la guerre antifasciste. Staline a brillamment fait déplacer toutes les installations industrielles clés, loin des lignes ennemies, et a appelé les ouvriers à garantir les approvisionnements et le matériel dont les troupes et la population, y compris eux-mêmes, avaient besoin pour l'emporter. Ils ont soutenu le peuple russe et les autres peuples soviétiques et ont équipé les combattants de l'armée rouge en mobilisant toutes les ressources humaines de manière à assurer un résultat favorable à eux-mêmes et aux autres peuples du monde. C'est dans le cours de cela que toutes sortes d'innovations brillantes ont été réalisées, y compris le T-34, qui a brisé le mythe de la supériorité panzer allemand et la terreur que les divisions panzer ont tenté d'exercer sur le moral des forces antifascistes. Voilà la véritable histoire de la création du tank de Staline. Elle démontre à quel point est pathétique l'interprétation anticommuniste qui reconnaît les succès à contre-cœur, mais s'empresse d'ajouter qu'ils ont été accomplis par une main-d'œuvre d'esclaves. C'est une répétition pathétique de la vieille litanie anticommuniste proférée par ceux qui ont été témoins des réalisations de l'édification socialiste sous Staline, dont des hommes et des femmes honnêtes du monde entier ont fait l'éloge, mais qui sont incapables d'admettre que ces réalisations ont été faites grâce au socialisme et au contrôle du pouvoir décisionnel par les travailleurs. Ils disent que les réalisations ont été accomplies au prix de la création d'une main-d'œuvre esclave. La main-d'œuvre esclave a créé le système capitaliste moderne et a rendu beaucoup de ses familles dirigeantes et leurs descendants, les strates privilégiées des dirigeants d'aujourd'hui, riches à craquer. Eux-mêmes et leur suite de courtisans et d'experts continuent de récolter les bénéfices des arrangements qui ont été établis et continuent de l'être sur le dos des peuples asservis. Ce sont eux qui continuent de dénigrer le communisme et de répandre le venin anticommuniste aujourd'hui. Ce guide au musée de la guerre représente en microcosme ce à quoi la conception du monde anticommuniste anglo-canadienne ne peut pas faire face, c'est-à-dire ce que le communisme représente réellement et la nécessité de l'appliquer comme une théorie éclairée et un guide à l'action dans les nouvelles circonstances historiques que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation n'est pas la même ni semblable à ce qu'elle était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une période de révolution dont le rempart était l'Union soviétique. Les peuples de l'Union soviétique, les peuples d'Europe, de Chine et d'autres pays asiatiques, ainsi que des États-Unis et autres peuples alliés, ont fait d'énormes sacrifices pour contenir le fascisme nazi et le militarisme japonais. Avec la victoire du front antifasciste, toute l'humanité a marché au son de la liberté, de la démocratie et de la paix. Et les démocraties populaires ont été établies partout où les communistes détenaient ou ont été capables d'établir le pouvoir populaire. Aujourd'hui, la situation en est une de repli de la Révolution où les cartels et les coalitions internationales, constituées de puissants intérêts privés supranationaux, se concertent et rivalisent pour le contrôle, notamment celui du pouvoir politique des États-nations souverains. Ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils cherchent à le détruire. Ce sont eux qui déclarent quel est le prix qu'il vaut la peine de payer pour défendre leur liberté de voler, piller et de rôder partout. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation complexe, dangereuse et difficile qui nécessite une analyse et des actions avec analyse. Ce besoin ne peut pas être supplanté par l'imposition des scénarios du passé à la situation actuelle. Aujourd'hui, les fronts des peuples contre la guerre doivent s'efforcer de prendre la forme de gouvernements anti-guerre édifiés sur une nouvelle base historique conforme aux besoins de l'époque. Ce qu'ils ont en commun avec les organisations de la résistance formées pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que ces formations doivent permettre au peuple de se placer au centre de l'équation d'une manière qui permette à toute l'humanité de renverser la situation en sa faveur. Malgré la vision anticommuniste qui imprègne la pensée et les actions des impérialistes, les peuples du monde sont toujours tournés vers l'avenir, cherchent des moyens de se sortir du cauchemar d'insécurité créé par les dirigeants, dont les graves menaces à la cause de la paix. Ils s'attendent encore à ce que les communistes dirigent en trouvant un moyen d'avancer qui les empêche de tomber dans l'abîme dans lequel les impérialistes plongent l'humanité entière. Participer à apprendre de façon honnête ce qu'a été la victoire de la bataille de Stalingrad peut nous aider à reconnaître ce qu'est précisément grâce à la direction du Parti communiste et de Staline que l'armée rouge et que les peuples de l'Union soviétique ont pu s'unir, agissant eux-mêmes en dirigeant, pour accomplir leurs actes qui ont défié la mort. Staline et le Parti bolchevique avaient vu la menace venir des années auparavant et avaient préparé l'Union soviétique et ses peuples à se défendre contre l'agression future, et notamment à gagner le temps par le traité Molotov-Ribbentrop
et profiter de ce temps pour permettre tout le pays à la contribution pour construire les capacités défensives dont ils avaient besoin et ensuite les moyens de passer à l'offensive et d'arracher la victoire. Ils ont été capables de se battre avec le plus grand dévouement parce que leur cause a été fondée sur l'esprit profond de l'internationalisme prolétarien qui imprègne le communisme, l'unité des travailleurs, des peuples et les opportunités de tous les pays. Les peuples soviétiques ont été capables d'assurer leurs responsabilités envers eux-mêmes et envers l'humanité grâce à la direction du Parti communiste de Staline. C'est cela que les interprétations anticommunistes de la victoire de la bataille de Stalingrad veulent cacher. La vision anticommuniste révèle à quel point ces partisans sont ignorants et pathétiques dans leur tentative de sauver leur propre règne de l'extinction. Moment décisif de la Deuxième Guerre mondiale. L'historique victoire soviétique à Stalingrad, le 2 février 1943, marque le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Le 22 juin 1941, les Allemands avaient envahi traîtreusement l'Union soviétique. L'Union soviétique affrontait 257 divisions ennemies,
de 10 000 à 15 000 soldats chacune, dont 207 allemandes, la plus grande armée jamais massée sur un seul front. En octobre 1942, les armées nazies, qui se trouvaient à 120 km à peine de Moscou, avaient fait irruption dans Stalingrad et pénétré les contreforts du Caucase pour s'emparer des importants champs pétrolifères. Mais même en ces jours terribles, l'armée et le peuple soviétique, dirigés par Staline, ont trouvé la force d'arrêter l'ennemi, de lui porter des coups féroces. Rapidement, ils ont inversé le cours des événements. Les troupes soviétiques sont passées à l'offensive et ont redoublé leurs coups puissants contre les Allemands, d'abord à Stalingrad, puis à Koursk. Le prélude de la bataille de Stalingrad a commencé le 27 juillet 1942. La 4e armée blindée allemande avait franchi le Don, au nord de Stalingrad, et, attaquant vers l'est, avait coupé le chemin de fer Stalingrad-Salsk. Stalingrad est situé sur un grand méandre de la Volga, et les Allemands dirigeaient leur attaque principale vers la Volga pour essayer de déborder la 64e armée soviétique et l'ensemble du front de Stalingrad. Les Allemands avaient prévu une attaque terrestre en pince sur Stalingrad, avec la 6e armée allemande descendant du nord et la 4e armée blindée remontant du sud. Après un mois de très durs combats contre les défenses soviétiques qui luttaient avec acharnement, la 6e armée allemande a réussi finalement à franchir le Don le 23 août et à atteindre la périphérie nord de Stalingrad plus tard le même jour. Les armées hongroises, italiennes, croates, roumaines, alliées des Allemands, étaient à environ 60 km de Stalingrad. La ville était aussi à portée de bases aériennes allemandes situées sur le territoire soviétique occupé. Ainsi, les avions de la Luftflotte 4, une des principales divisions de la Luftwaffe, étaient en mesure d'attaquer la ville de jour et de nuit avec ses bombardiers. Ces bombardiers en piqué et ses avions de chasse, essayant en vain de la terroriser et de la forcer à capituler. En même temps, le 14e Panzerkorps avait ouvert une brèche étroite entre le corps principal de la 6e armée allemande et le faubourg nord de Stalingrad sur la Volga. Tandis que dans le sud, la résistance soviétique féroce avait arrêté la 4e armée blindée et l'empêchait d'avancer. Le 29 août, la 4e armée blindée débouchait sur les arrières de la 62e et 64e armée soviétique. Les Allemands tentèrent de couper la 62e armée, mais une contre-attaque vigoureuse de l'armée soviétique lui a permis de se replier vers Stalingrad. La 6e armée allemande a repris son offensive le 2 septembre, faisant la jonction avec la 4e armée blindée le lendemain. Plus les Allemands se rapprochaient de Stalingrad, plus les combats devenaient intenses et plus les Allemands subissaient de lourdes pertes. Le 1077e régiment anti-aérien, une unité appartenant au corps régional de Stalingrad des forces soviétiques de la défense aérienne, comme beaucoup d'unités anti-aériennes, était composé presque entièrement de jeunes femmes volontaires. En août 1942, le régiment a livré un combat sans merci contre les troupes allemandes qui avançaient. En 2 jours, elles ont combattu seules et jusqu'à la mort, détruit ou endommagé 83 chars d'assaut et 15 autres véhicules, et abattu 14 avions. Le 12 septembre, les Allemands sont entrés dans Stalingrad et les combats dans la ville ont commencé le lendemain. Des combats acharnés ont fait rage pour chaque centimètre de terrain, chaque rue, maison, cave et escalier. Les Soviétiques avaient transformé les immeubles, les usines, les entrepôts, les maisons et les bâtiments administratifs en fortifications hérissées de mitrailleuses, de fusils anti-chars, de mortiers, de mines, de barbelés, défendus par des tireurs d'élite et de petites unités de mitrailleurs et de grenadiers entraînés au combat de maison à maison. Une même place pouvait changer de main plusieurs fois en une journée. Les combats pour l'acierie Octobre Rouge, l'usine de tracteurs Dzerzhinsky et l'usine d'armement Barikady sont devenus légendaires dans le monde entier. Comme déclaraient les combattants soviétiques, la terre de la Volga est devenue glissante de sang et les Allemands y ont trouvé une pente glissante vers la mort. Le 19 novembre, après 2 mois de combats héroïques dans la ville, l'armée rouge lance l'opération Uranus, une contre-offensive massive sur 2 fronts contre les flancs de la 6e armée allemande. Ces lignes étaient occupées surtout par des forces roumaines, hongroises, croates et italiennes. La contre-offensive commença par un bombardement de 80 minutes presque entièrement dirigé contre les unités non-allemandes protégeant les flancs allemands. Les Allemands ont tenté de les renforcer avec le 48e Panzerkorps, mais ils ont été vite balayés. Les forces soviétiques mettent en déroute les Roumains,
qui se trouvait dans l'axe de progression de l'offensive soviétique, et encercle les forces allemandes le 23 novembre. L'opération Uranus permit l'encerclement de 250 000 à 300 000 soldats ennemis, dans une zone large de 50 km d'est en ouest et longue de 40 km du nord au sud. La 6e armée et les vestiges de la 4e armée blindée allemande sont désormais piégés dans Stalingrad. Hitler ordonne à la 6e armée de tenir ses positions plutôt que de tenter une percée. Dans les semaines qui suivent, Stalingrad est presque entièrement reprise par les Soviétiques. Le 12 décembre, les Allemands lancent l'opération Orage d'hiver pour tenter de sauver leur 6e armée piégée. Cette opération est un échec. Cela a mené à un siège qui a duré presque 2 mois, durant lequel les forces soviétiques lancent des mouvements en tenaille au nord et au sud pour resserrer l'anneau d'acier inébranlable sur la 6e armée allemande assiégée. Le 8 janvier 1943, les forces soviétiques donnent un ultimatum de capitulation à la 6e armée, soulignant la situation désastreuse dans laquelle elle se trouve. Les Allemands rejettent cet ultimatum, mais, après avoir subi encore plus de pertes, capitulent finalement le 2 février 1943. Говорят, что она в жизни еще лучше, чем в кино. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и пойду на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. И пойду на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.